Bonjour tout le monde. Mon nom est Judith Marcotte. Je suis nouvellement coordonnateur logistique et performance chez ArcelorMittal à Port-Cartier. Je ne l'ai pas dit à Henri-Jules, simplement pour avoir l'occasion d'avoir quelque chose à dire devant vous. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un coordonnateur logistique? Mon rôle à moi, c'est de faire le pont entre les différents départements et mon département, qui est l'entretien de la voie ferrée. Plus la compagnie est grande, plus il y a des silos. Donc, moi, je reçois l'information des autres départements, je la trie, je l'archive et je l'amène aux bonnes personnes. Par le fait même, je suis responsable du plan 1 an et du plan 5 ans. Et c'est un peu pour ça que je suis constamment en interaction avec d'autres personnes. Et vous allez comprendre que la conférence d'aujourd'hui est extrêmement soft, comparée à la journée d'hier qui était très 4.0. Mais soyons honnêtes, vous pouvez mettre toutes les technologies du monde, c'est sûr et certain à un moment donné que vous allez frapper un humain. Quand on parle de ressources en maintenance, on voit souvent dans un Gantt chart des ressources de coût, de temps, de matériel. On voit des ressources de maintenance comme étant du temps homme, mais c'est très rare qu'on tienne compte de l'humain dans nos ressources. On vient dans des congrès comme celui-ci pour en apprendre un peu plus sur les meilleures pratiques, les KPI, les plans de maintenance, les PEA, ce genre de choses-là. Mais quand vous retournez dans vos entreprises, par où vous commencez? Comment on fait pour l'appliquer une fois rendu chez soi? Parce que quand vous arrivez puis votre contremaître passe 80% de sa tâche à gérer des RH, comment il fait pour vous assister? Puis si votre cédulaire, lui, il a le nez pris dans son respect de cédule, si votre planificateur il a l'impression que tout le monde s'en sac de ses KPI, puis votre superviseur, votre supérieur, comment il peut vous offrir du soutien s'il passe tout son temps en meeting? Parce que l'entretien, c'est un gros projet. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous pouvez aussi aller suivre un paquet de formations en leadership, en management, en gestion, en RH. C'est plein de beaux trucs, c'est très intéressant. On sort de là, on est grandi. Mais comment on l'applique? Comment on arrive à avoir une vraie conversation? Ça prend énormément de training. Il faut être vraiment à l'écoute pour être capable d'appliquer ces choses-là. Là, aujourd'hui, ce que je vais vous dire, là, il n'y a rien de nouveau. Vous le savez déjà. Parce que le secret, c'est que vous avez déjà en main tout ce que ça vous prend pour régler la majorité de vos problèmes humains. Qu'est-ce que ça prend pour bâtir un projet humain? Première chose, ça vous prend une vision. Une vision. Vers où vous voulez aller? C'est quoi votre futur? Deuxième chose, il faut connaître votre situation présente. La situation réelle, pas celle que vous aimeriez vendre, la vraie situation. Une dernière chose, ça prend des objectifs. Puis je vais vous revenir avec ça, là, je ne vous pitche pas ça comme ça. Là. Les objectifs, c'est vers quoi vous voulez tendre. Comment vous allez vous rendre à votre vision, en fait? La vision. C'est l'idéal à atteindre. C'est ce vers quoi on veut tendre. C'est ça qui interpelle l'employé en premier. Le corporatif a souvent une vision en termes de production, de productivité, de réduction de coûts. Mais des fois, on effleure l'humain, mais la plupart du temps, on le laisse de côté. Une vision dont on entend souvent parler quand on parle de l'humain, c'est vouloir devenir un employeur de choix. Comment ça se concrétise ensuite? La vision, c'est ce qui engage vos employés. Ça vient avant le salaire, ça vient avant les récompenses, ça vient avant la reconnaissance, la satisfaction au travail. C'est ce qui est de plus important. C'est ce qui donne un sens au travail de vos employés. Si vous n'avez pas de vision, comment vous voulez les influencer ensuite? Comment vous pouvez les guider vers quelque chose s'ils ne savent pas où le bateau s'en va? Une vision, ça doit être clair, ça doit être simple, et ça doit
ça doit vous parler d'abord et avant tout. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Les grands leaders de ce monde ont bâti leurs objectifs sur une vision claire, inébranlable. John F. Kennedy a donné le progrès à l'Amérique. Martin Luther King a donné une voix aux Afro-Américains. Adolf Hitler aussi avait une vision, mais ça, c'est complètement autre chose. Faire preuve de leadership, ça ne veut pas dire prendre la parole en premier dans une rencontre ou prendre le lead ou parler plus fort. Faire preuve d'un vrai leadership, c'est d'accepter de se responsabiliser par rapport à une situation. Dans ce cas-ci, c'est par rapport à la situation présente. Accepter que ce n'est pas parfait. Accepter que tout ne fonctionne pas, que vous pouvez faire mieux. Si vous faites preuve de leadership, vous allez avoir la situation réelle. Ça va être ça, votre zero base. Mais quand on parle de l'humain, la situation présente, là, comment on fait pour se mesurer? Les KPI, c'est facile, il y a des formules mathématiques, il y a des chiffres, ça pleut, il y a du data, on l'a vu hier, là, il en pleut, il en pleut, il en pleut. Mais l'humain, ce n'est pas une machine. Comment vous allez chercher du data par rapport à l'humain? Sans le savoir, vous avez peut-être déjà des processus dans votre entreprise qui vous donnent accès à ce data-là. Est-ce que vous connaissez le taux de roulement de votre personnel? Est-ce que vous avez des programmes, des processus pour évaluer vos employés? Je vous le concerne, ce sont des processus opaques. Ça va prendre un petit peu de jus de bras pour le rendre vivant. Il va falloir aller creuser. Et s'il n'existe pas de processus ou que vous n'en voyez pas, est-ce que vous avez besoin d'en créer un? Non. Apprenez à faire confiance. Testez vos employés. Testez votre employé qui démontre un potentiel ou un intérêt pour quelque chose en lui donnant une tâche juste un petit peu plus ardue que ce qu'il fait d'habitude. Offrez-lui un remplacement d'un poste à responsabilité, la gestion d'un projet, du compagnonnage avec un collègue de travail. Faites-en un ambassadeur santé-sécurité ou un gardien de cadenassage. Si ça fonctionne, si c'est une réussite, lui, ça le valorise. Vous venez peut-être de découvrir une nouvelle perle, mais peu importe ce qui arrive, il y a une confiance mutuelle qui s'installe. Si c'est un échec, félicitations, vous venez de découvrir son prochain point d'amélioration ou sa prochaine formation dont il aura besoin. Peu importe ce qui arrive, le risque est pratiquement nul. Posez des questions. Posez des questions à vos employés. Pas juste vers le haut, posez des questions à votre plancher. Poser des questions, c'est aussi se mesurer. Parce que je vous le rappelle, l'humain ne rentre pas dans une case, il ne rentre pas dans un KPI. Un humain, ce n'est pas un ordinateur. Il y a une somme incroyable de données qui est prise dans les cerveaux et à l'intérieur de chacun de vos employés, mais vous n'y avez pas accès. Puis peu importe ce qui va arriver, la seule façon de se brancher à eux, c'est par la communication. La troisième étape, c'est les objectifs. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Ça, c'est pas facile. Comment vous allez vous rendre à votre vision, à votre idéal? Comment vous allez faire pour tracer le chemin? Ça vous prend une map. Puis en tant que leader, par rapport à cette map-là, c'est vous qui allez être le combat. Vous pourriez vous donner des objectifs comme augmenter la rétention de personnel dans des postes clés. Chez nous, on a des mécaniciens de locomotive. Former un mécanicien de locomotive, ça prend des années pour la simple et bonne raison que ça ne s'apprend pas à l'école. Chez nous, c'est syndiqué et tous nos mécaniciens ont la même classe syndicale. Donc, si j'ai un mécanicien de locomotive de plusieurs années d'expérience qui est blasé, qui n'aime plus son travail, puis qui veut voir d'autres choses, il peut très bien décider d'aller bider au petit garage, au garage des véhicules légers. La vérité, là, c'est qu'un mécanicien de véhicule léger, c'est beaucoup plus facile à trouver qu'un mécanicien de locomotive. Qu'est-ce que ça coûte à la compagnie de laisser dormir ce savoir-là dans un poste qui n'est pas un poste clé pour lui?
Vous pourriez favoriser la passation de connaissances. Une personne qui quitte son entreprise, elle part avec son savoir s'il n'a pas été transmis. Puis là, si vous avez un taux de roulement de 20, 25, 30 3-4 ans, on souffre d'Alzheimer corporatif. 50 des gens quitteraient leur emploi s'ils avaient l'impression que le rôle qu'ils occuperaient à l'autre emploi était plus pertinent, avait plus de sens. 50 Je vais vous faire un petit exercice juste pour que vous compreniez ce que 50 est. Regardez à votre gauche, physiquement, pour vrai, avec votre tête. Oui, regardez à votre droite. Une de ces deux personnes-là voudrait quitter son emploi. Ça veut dire que vous êtes peut-être assis à côté de votre futur patron. Vous pourriez vouloir établir un plan de succession. Ça, on voit ça là, partout avec la direction. Mais on voit rarement ça avec le plancher. Pourtant, s'il y a un endroit où c'est critique, c'est vraiment ça. Parce que votre meilleur contremaître sur la ligne 4, s'il se casse une jambe au curling, ça lui fait mal. Mais ça vous fait mal à vous aussi si vous n'êtes pas capable de le remplacer. Finalement, vous pourriez vouloir augmenter la formation. Personnellement, est-ce que vous jugez que vous êtes assez formé pour les tâches qu'on vous demande? Parce que le savoir, ça ne peut se partager que si on l'a. Si vous ne l'avez pas, la connaissance, comment vous allez faire pour la passer aux autres? On se fie souvent sur nos experts. Mais un véritable expert, ce n'est pas le plus compétent dans votre entreprise. Je viens tellement de postillonner. Le plus compétent dans votre entreprise, c'est le meilleur vulgarisateur. Parce que garder la connaissance pour soi, ce n'est pas un signe d'être un expert. Un expert partage sa connaissance avec les autres. Bon, je ne m'étendrai pas là-dessus. Tout le monde sait que pour être bon, un objectif, ça doit d'être smart. Je vais attirer votre attention sur deux choses très importantes par rapport à lui-même. Votre objectif, est-ce qu'il est atteignable? Est-ce qu'il est réalisable? Parce que pour qu'un objectif fonctionne, il faut qu'il vous interpelle. Il faut qu'il vous parle personnellement. C'est pourquoi, de mon point de vue personnel, tous les objectifs devraient être déterminés en équipe. Je vous fais une mise en situation. Je vais encore parler du chemin de fer, c'est mon expérience. Admettons qu'on est rendu à déterminer nos objectifs annuels et on décide qu'on rassemble tous les départements qui, de près ou de loin, ont une influence sur le chemin de fer. Et puis là, on annonce qu'on veut augmenter notre entretien de 7 Là, en brainstormant puis en parlant, on se rend compte que pour y arriver cette année, ça va prendre l'aide du petit garage, des équipements mobiles, parce que ça ne se fait pas tout seul. Est-ce que c'est possible à ce moment-là qu'un des objectifs de l'entretien mobile, ce soit faire un plan de maintenance en fonction des besoins du chemin de fer? Je vous fais la mise en situation inverse. Imaginons, chacun de notre côté, comme on fait tout le temps, chacun fait ses objectifs annuels. Le chemin de fer maintient qu'il veut augmenter son entretien de 7 et de son côté, le petit garage décide qu'il coupe ses coûts de 10 Est-ce que vous pensez que ça va fonctionner? Est-ce que vous pensez qu'en cours d'année, il ne va pas avoir une surcharge pour le garage? Est-ce que vous pensez que l'entretien du chemin de fer, lui, il va vraiment monter de 7 sans véhicule pour le faire? C'est là la clé, la communication. Puis accepter que d'autres personnes ont peut-être des idées différentes des vôtres. C'est inconfortable au début, puis après ça devient intéressant. Quel est l'effet de faire des objectifs en groupe? Au niveau humain, là, ça met en lumière les rôles et responsabilités de chacun. Ça décloisonne les silos. Ça, c'est de la musique aux oreilles des gens qui sont dans des grandes compagnies. On se frappe tous à un silo à un moment donné ou à un autre. Et ça répartit plus uniformément les tâches entre les gens. Parce qu'une frustration que les gens ont souvent, c'est basé sur des perceptions. J'ai l'impression que mon voisin a moins de tâches que moi. Mais c'est souvent pas si vrai que ça. Ça vient souvent d'une perception due à la méconnaissance de la tâche de l'autre. Donc, s'ils se rassemblent ensemble, ils font un brainstorm, ils se parlent.
souvent on met en lumière des écarts qui n'ont pas vraiment eu lieu d'être. Je vais vous parler d'un point, s'il est mal compris, ça peut paraître un peu difficile, mais ça peut être un outil puissant. Le feedback, la rétroaction. Pourquoi on donne la rétroaction? On donne la rétroaction parce que je te vois. Parce que ce que tu fais compte. Parce que ce que tu fais est assez important pour que je consacre de mon temps pour t'aider à grandir. Le feedback, c'est souvent maladroit. Là, ça va être écrit tout petit, je vais vous le lire. C'est souvent maladroit, mais c'est rarement mal intentionné. Je reçois ce courriel-là. Bonjour Judith, je voulais te dire que tu es très appréciée au sein de l'équipe. Tu fais du bon travail, tu relèves de beaux défis. Tu es un atout pour le département. Belle année, continue comme ça ton patron. C'est fin, mais ça ne m'aide pas à grandir. Ça ne me dit pas qu'est-ce que j'ai fait de bien ou ce que j'ai fait de mal. C'est un peu plate. Quand vous avez des rencontres comme celle-là, vous ressortez souvent un petit peu frustré, un petit peu sur votre faim. Ah, c'est 1 heure de ma vie que je ne reverrai plus. En vrai, la seule façon que le feedback soit efficace, c'est s'il est en lien avec des objectifs. Comme ça, ça permet de structurer une rencontre de feedback après. Petite animation. Comment structurer le feedback? Première chose, mettre en lumière les points forts, basés sur des faits. Laisser les perceptions au vestiaire, on n'est pas là. Nommer ce qu'il a fait de positif. J'ai aimé ton intervention dans telle rencontre. Quand tu as géré le projet de telle façon, on a eu tel succès. Ça, c'est exactement ça qu'on entend de toi. Par la suite, établissez des opportunités d'amélioration. On est politique, on ne dit pas des défauts, on dit des opportunités d'amélioration ou de développement. Ah, tu as peut-être manqué un peu de tact. Ça, je l'entends souvent quand j'ai mon évaluation. Tu as peut-être manqué un peu de tact quand tu as fait telle chose. Tu pourrais peut-être développer telle chose et ça t'aiderait dans tes projets. Et à la fin, faites le sentiment général. C'est là qu'il va, le courriel. Hein? Après la rencontre en personne, vous pouvez envoyer un petit wrap-up. Ça, c'est la petite tape sur l'épaule à la fin. Mais rappelez-vous, le feedback doit toujours être en lien avec les objectifs. Sinon, c'est arbitraire. Vous pouvez recevoir du feedback. Ça, c'est toujours dans ce sens-là. Mais vous pouvez aussi en donner. Vous pouvez en donner spontanément dans une rencontre comme ça. Vous pouvez en donner à vos collègues. Mais surtout, vous pouvez en donner à vos patrons. N'ayez pas peur de le faire. Ça challenge. Parce qu'eux aussi ne sont pas parfaits. Hein? C'est des êtres humains comme vous. Ça remet les idées en question. Des fois, là, ça va suffire à enlever le petit point bloquant que vous aviez, là, qui était un monstre pour vous. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça ne sert qu'à une seule chose, établir la confiance. La confiance envers vos collègues, envers votre équipe, même votre entreprise, mais d'abord et avant tout, envers vous-même. Moi, j'ai toujours été extrêmement chanceuse. Tout au long de ma carrière, j'ai eu plein de mentors. D'ailleurs, je vous en ai amené un, Éric Clich, qui est ici. J'aurais aimé vous amener Éric Douillard, Patrick Girard. Ces gens-là, ce ne sont pas mes patrons, ce sont des collègues. Ils sont au même niveau que moi. Ils m'ont inspiré par leur présence, puis aujourd'hui, comme je suis passée à autre chose, j'ai un nouveau poste, ils m'aident à grandir en leur absence. Faites le cadeau du mentorat. Le mentorat, c'est une relation de confiance entre deux personnes pour s'aider à atteindre des objectifs, s'aider à grandir en tant qu'être humain. L'objectif, c'est la différence entre le mentorat et une petite conversation sur le coin d'une tasse à café. Les choses vont vite. Le monde change rapidement. L'entretien va rencontrer ses plus gros défis au niveau humain dans les prochaines années.
on a un devoir, on va avoir un défi au niveau de la rétention de main-d'œuvre, mais également au niveau de la rétention du savoir, de la mémoire. Parce que sans les chiens de garde qui ont connu d'autres époques, on est condamné à répéter sans cesse les mêmes erreurs, à recommencer les mêmes projets à zéro, à changer sans forcément évoluer. Alors, s'il vous plaît, faites de l'humain votre ressource numéro 1 en maintenance et dans toutes vos autres activités. Essayez de bâtir une équipe forte, avec une culture basée sur l'échange de connaissances, sans que ça passe forcément par un canal officiel. Ça, c'est le défi que je vous donne aujourd'hui. Comme je viens d'une famille David lecteur, voici ici, je dirais, une bonne partie des ouvrages qui ont servi pour cette rencontre-là, pour cette présentation-là. Vous pouvez les consulter si jamais ça vous intéresse. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un aurait des questions pour Judith? Gênez-vous pas. Moi, j'en ai une. Si j'ai bien compris, Judith, la prochaine fois que tu as une promotion, c'est moi que tu appelles en premier, c'est bien ça? En plein ça. J'ai coincé Henri-Jules, j'ai voulu avoir quelque chose à dire, fait que j'ai pas dit que j'avais changé de poste. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.